Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Emmanuelle d'Hospitality On. Nous sommes un média B2B spécialisé dans l'hospitalité. Ça n'a échappé à personne, le monde est en train de changer et les grands groupes, par essence, ont des difficultés à pivoter, à mettre en place des plans d'action rapidement. Qu'à cela ne tienne, ils se tournent vers plus petits qu'eux. Et on va passer l'heure à venir à explorer 3 cas précis de partenariat entre start-up et grands groupes. Vous aurez la possibilité de leur poser des questions après, donc n'hésitez pas, gardez vos questions, on les prendra avec plaisir, que ce soit ici ou pour ceux qui nous regardent en streaming, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat, on les suivra par l'intermédiaire de Louis qui est juste là et qui me les transmettra. Donc comment travaillent-ils ensemble? Quels défis relèvent-ils? On va commencer dès maintenant avec Jérôme et Antoine qui travaillent ensemble grâce à un très beau hasard. Tu veux t'asseoir? Non, on est bien. Excusez-nous, hein, on découvre un peu l'espace aussi. Jérôme, je vous laisse vous présenter, expliquer ce que vous faites. Alors, voilà. Bonjour, je m'appelle Jérôme Giacomoni. Donc, j'ai créé avec Mathieu Gobi, il y a 31 ans, une société avec pour objectif de permettre à tous de s'envoyer en l'air dans un ballon. Voilà, dans un ballon. Donc, vous connaissez sans doute le ballon Generali qui est à Paris. Et donc, on a vendu 120 ballons comme celui-ci dans 45 pays. Et on a, avec le ballon de Paris, à partir de 2008, on a voulu donner un enjeu environnemental, puisqu'on s'était dit que comme le ballon était visible par 400 000 personnes dès qu'il s'élevait au-dessus de Paris, autant donner la qualité de l'air aux Parisiens. Et donc, on a fait un accord avec Air Paris, et donc le ballon changeait de couleur en fonction de la qualité de l'air. Puis ensuite, on a eu des chercheurs du CNRS qui sont venus nous trouver et qui nous ont dit le ballon captif, c'est un outil parfait pour emmener des instruments de mesure, pour mesurer l'air, pour faire une carotte de l'air. Vous imaginez comme il y a des carottes en Arctique pour la glace, bah là c'est pareil, on monte de 0 à 300 mètres de haut et donc on mesure tous les polluants. Et donc, à partir de 2013, on a emmené des instruments de mesure de qualité de l'air, dont un particulièrement performant, qui s'appelle le LOAC, qui est un instrument. Et là, on voit bien, vous voyez, là, on voit que l'air est dégueulasse, parce qu'il y a de la lumière, et puis on voit bien la diffusion de la lumière. Donc, c'est exactement le même principe. L'appareil envoie des rayons laser, et avec la diffusion de la lumière, il va étudier la qualité de l'air, et donc les polluants, et donc la taille des particules fines et leur provenance. Et donc, on a travaillé pendant 10 ans. On a fait pas mal de choses, de relations presse pour expliquer à quel point la qualité de l'air était un enjeu majeur pour tous. Aujourd'hui, c'est maintenant une évidence. Aujourd'hui, toutes les études montrent que la qualité de l'air est la cause numéro 1 de mortalité dans le monde. Tous les Français perdent 6 mois de vie à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Il y a énormément de maladies qui sont dues à la qualité de l'air. On pense bien sûr à tout ce qui est cancer, mais aussi les AVC. Dès qu'il y a un épisode de pollution, le nombre d'AVC augmente. On pense au glaucome, on pense à Alzheimer, etc. Et on a observé un phénomène physique assez étonnant avec le ballon, c'est-à-dire que dès qu'on avait une nouvelle enveloppe, une enveloppe toute blanche, toute belle, au bout de quelques semaines, elle devenait absolument sale, grise, à tel point que Madame le maire, Anne Hidalgo, m'avait dit « plus de ballons blancs, il faut des ballons bleu ciel parce qu'ils deviennent sales très vite ». Et en fait, on a découvert la raison de cette pollution, c'est qu'il y a un phénomène d'électricité atmosphérique. Je vais très vite, mais la Terre est isolante, la Terre est conductrice, l'air est isolant et l'ionosphère est conductrice. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le champ électrique terrestre qui fait 400 000 volts. Et donc, le ballon, quand il s'élevait dans le ciel, finalement, il attirait les particules fines et il faisait un petit peu comme le Swiffer vous utilisez Swiffer qui permet d'attirer les particules fines. Et donc, le ballon faisait ça. Et on s'est dit, mais il faut qu'on utilise un système pour miniaturiser et accélérer ce phénomène. Jérôme, avant que vous poursuiviez, vous dévoiliez justement ce système, peut-être laisser à Antoine se présenter et nous expliquer en quoi vous travaillez ensemble. Ouais. Donc Antoine Dussuy, je suis directeur de la stratégie de l'innovation de la Solidéo. La Solidéo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc ce qu'on fait,
c'est qu'on est en charge de la livraison de tous les ouvrages olympiques pérennes, donc tout ce qui est construit pour les Jeux olympiques et paralympiques et qui aura une vie ensuite. Là, en ce moment, on est particulièrement occupé par ce sujet, par notre sujet, puisque dans 2 mois et 25 jours, on réceptionne le village des athlètes, donc tous les bâtiments qui vont accueillir 15 000 athlètes pendant les Jeux olympiques, 9 000 athlètes pendant les Jeux paralympiques. Et ce village des athlètes, c'est un nouveau quartier de ville sur Saint-Denis, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, qu'on a voulu 10 ans en avance sur la stratégie nationale bas carbone, mais aussi résilient, mais aussi inclusif, mais aussi support de biodiversité. Et pour tous ces enjeux-là, on a engagé l'ensemble des constructeurs et nous-mêmes, à la fois dans une stratégie de bien faire, enfin de chercher les meilleures techniques disponibles, mais aussi d'innovation, avec la conviction forte que pour atteindre les objectifs, pour répondre aux grandes questions transverses pour la ville, il ne s'agit pas simplement de bien faire, il s'agit aussi de faire autrement et donc de permettre à des porteurs de solutions d'apporter leurs compétences. Et donc c'est comme ça, et j'y reviendrai, qu'on a fait donc la connaissance d'Aérophile à travers une consultation. Et donc Jérôme, vous avez vu cette consultation paraître par un certain hasard quand même, hein, il faut le dire. Oui, c'était un hasard. En fait, une semaine avant que la date tombe, j'ai une amie qui m'a dit, mais est-ce que je travaillais sur les systèmes de qualité de l'air, et j'avais une amie qui travaillait dans la ville durable et qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu que la Solideo fait un appel d'offres sur la dépollution de l'air extérieur. Un sujet absolument nouveau, parce que personne ne croit en la dépollution de l'air extérieur. Tout le monde pense que ça ne marche pas. Et donc c'est vrai que c'était très courageux de la part de la Solideo de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et nous, avec le ballon, comme on avait ce phénomène, on s'est dit, profitons finalement de cet appel d'offres pour essayer notre technologie. Et c'est comme ça qu'on a répondu à un appel d'offres. On a été une première fois sélectionné. Ça a été très dur. Enfin, ça a été assez long. Hein. Ça a duré sur plusieurs mois. Et finalement, notre solution a été retenue. Et parallèlement à ça, nous, on a construit, c'est-à-dire qu'on a pris les risques tout de suite d'embaucher les ingénieurs, de travailler sur le sujet et d'avancer avec notre solution pour qu'on soit prêt pour les JO. Alors là, justement, on est un peu au cœur du sujet. Vous aviez l'idée, vous aviez le potentiel, et là, vous avez trouvé, entre guillemets, le partenaire qui vous a dit « Allez, on y va ». Vous savez que derrière, il y a des débouchés, justement. Sans la Solideo, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne serait pas lancé là-dedans. Parce que ça a été 3 ans de recherche. On verra un petit peu, je ne sais pas si vous avez mis Alors pour la régie, le diapo est lancé, la diapo, mais on ne le voit pas. Mais bon, voilà. Donc ça a été 3 ans de recherche. On a été 10 ingénieurs. On est une PME. On a des moyens de PME. Donc c'était quand même un gros risque industriel. Et puis c'était pas sûr que ça marche, parce que tout le monde avait dit que ça marchait pas. Donc du coup, on a pris ce risque. Et sans la Solideo, on n'aurait pas développé cet appareil. Et aujourd'hui, il marche. On l'a mis dans une école dans le 9e. Une école où il y avait une pollution forte. On allume nos appareils, on a mis 10 appareils. Et bien aujourd'hui, dans l'école, on repasse en dessous des seuils de l'OMS, à chaque fois qu'on les allume. Alors il y a 2 choses auxquelles je rebondis. D'abord, tu disais, Jérôme, on croit pas, les gens ne croyaient pas à la dépollution de l'air extérieur. Ça, c'est vraiment un sujet majeur. Et effectivement, personne ne croit et personne n'a raison de croire qu'on va dépolluer l'air extérieur comme première réponse aux enjeux de la qualité de l'air. Et donc nous, on arrive sur ce sujet-là après s'être posé la question de comment on favorisait les vents depuis la Seine, de comment on mettait un maximum d'arbres, de comment on encourageait à notre échelle les mobilités douces et l'usage des transports en commun. Mais enfin, une fois qu'on a fait tout ça, il y a quand même des épisodes de pollution majeure en ville. Il y a des gens qui font du sport, il y a des personnes qui sont fragiles. Et donc, le sujet, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut amener comme nouvelles innovations, nouveaux mobiliers qui montrent une forme d'attention finalement aux urbains. Parce que du point de vue environnemental, on est quand même très content qu'il y ait des gens qui soient en ville et des gens qui veuillent y rester, y compris avec le climat qui va changer, les étés qui vont devenir
potentiellement assez torrides, et puis des épisodes qui vont confronter les habitants des villes à des enjeux de résilience de façon de plus en plus fréquente. Et donc c'est finalement, on savait ce qu'on voulait, on a été capable de produire un programme fonctionnel et à partir de ça, de mener un dialogue compétitif avec différentes entreprises, donc sans préconiser la solution, mais en définissant la problématique, en définissant les indicateurs par lesquels on allait évaluer les propositions, évidemment les coûts d'entretien pour la collectivité, évidemment la performance, évidemment l'impact carbone et énergétique, disons, de tout le dispositif. Donc on savait ce qu'on voulait. À partir de là, on a été capable de discuter et puis de faire venir aussi nos urbanistes, donc les équipes de Dominique Perrault pour travailler sur l'insertion urbaine. Et donc voilà, on a sélectionné un lauréat, c'était Aérophile, c'était le début de l'histoire encore. On a remis un paquet d'études pour faire de cet objet technique quelque chose d'emblématique sur la place des athlètes. Donc en fait, vous verrez, quand vous verrez les images du village, il y a un pont qui est nouveau, qui franchit la Seine entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Et en dessous du pont, de deux côtés, il y a deux espaces qui sont assez végétalisés en héritage et qui, pendant les Jeux, accueilleront le village des athlètes, donc qui est ce fameux lieu, l'Olympic Plaza, la place des athlètes, l'Olympic Plaza où les athlètes vont croiser leurs familles, les journalistes, etc. C'est donc le grand lieu de rencontre et le lieu d'ouverture vers l'extérieur. Et donc cet espace-là qui est en fait construit sur les fondations du pont, il était nécessairement minéral, il était finalement très ensoleillé et potentiellement chaud et désagréable pendant les épisodes en été. En été, pendant les canicules. Et donc, on a conçu ensemble, en fait, vous avez conçu en interaction avec nous, et ensemble. Des ombrières qui reprennent le principe technique, qui intègrent en fait des para-PM et qui vont être des vrais objets urbains, qui vont ventiler, qui vont dépolluer l'air à leurs pieds, qui vont nous permettre d'installer à leurs pieds du mobilier accessible, donc conçu pour permettre à toutes les personnes, y compris en situation de handicap, de trouver des points d'assise et de repos. Mais concrètement, quand on parle d'une idée, d'un concept, de se dire on va essayer de rendre la vie mieux, à un appel à manifestation d'intérêt, et puis dans 2 mois, l'inauguration, ça y est, le produit il est là, il a été testé dans un collège, je crois, dans une école. Dans une école, dans une usine, dans une bibliothèque, oui. Parce que bon, c'est 2 façons d'avancer totalement différentes. Là, on est dans une collectivité territoriale qui a des milliards de projets à gérer en l'espace de quelques années. Vous, Jérôme, vous avez quand même des impératifs de débouchés, de chiffre d'affaires, etc. Comment ça fonctionne entre vous ? En fait, c'est un sujet passionnant. Nous, on a une activité, les ballons, les aérobars, le parc d'attractions, le Petit Prince, qui marche très bien. Donc, ça, si vous voulez, on a voulu c'est une nouvelle branche de développement, et c'est une aventure extraordinaire parce que c'est la science. Il y a de la science, il y a de la recherche, il y a du développement. Et là, on est dans la phase en fait de l'industrialisation. Donc, on va équiper une station de métro. On sait qu'aujourd'hui, le métro est un sujet majeur. Mais il y a d'autres sujets majeurs. Il y a les bureaux, il y a les centres commerciaux, il y a les hôtels. Il y a plein d'endroits qui ont besoin d'air pur. Et en fait, on a une solution écolo, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de changer de filtre. Vous voyez, tout est électrique. Il y a très peu d'énergie nécessaire, puisque l'air passe, on récupère que les particules fines. Et on peut ainsi enlever toutes les particules fines, parce que le vrai problème, c'est que les plus dangereuses sont les plus petites. Et donc, grâce à l'électrostatique, on récupère même les toutes petites, celles qui vont dans votre sang, celles qui vont créer les AVC, alors que les filtres mécaniques ne vont pas le faire. Donc, si vous voulez, on a une nouvelle techno, beaucoup plus écolo que les filtres mécaniques, qui, grâce à l'expérience qu'on a avec la Solidéo, peut être développée et emmenée dans beaucoup d'endroits. On l'a vu avec le Covid. Évidemment que le Covid, on va le récupérer. Le Covid, c'est une particule fine de 150 nanomètres. Tous les pollens, toutes les bactéries, tout ça, on va le récupérer. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut aider la santé humaine. Et qui donc va avoir un impact à long terme, on va dire, et pas uniquement. Donc d'un événement, d'un questionnement, on arrive à quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, je ne cache pas que c'est quand même du boulot en plus. D'où mon introduction au début. C'est bien parce qu'on croit fermement qu'il
il y a un impératif à innover, que quand même dans un projet où on a déjà beaucoup de travail, on accepte de se mobiliser. Mais c'est comme ça qu'on arrive à développer ces nouveaux outils pour la ville. C'est comme ça qu'on arrive à ce que 100% du village soit en façade en ossature bois. C'est comme ça qu'on fait que la charpente du centre aquatique olympique sera la plus grande charpente en bois concave au monde. En fait, si on avait cherché à faire simplement les choses qui se sont déjà faites, on n'aurait pas fait nos projets, on n'aurait pas eu notre niveau de performance, et puis on serait arrivé un peu au milieu, à la fin, en disant ok, on a livré les trucs dans les coûts, dans les temps, applaudissez-nous, mais en fait, on représente le passé, quoi. Et donc, c'est vraiment pas ce qu'on a souhaité faire, c'est pas nos valeurs. Et donc, ça nous a clairement demandé du boulot. Et voilà, et donc on va finir par poser les aérofiltres, puisque vous les avez appelés comme ça, dans les temps, c'est-à-dire avant le 31 décembre, mais ce sera peut-être à peu près le 31 décembre. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande de l'énergie aux équipes et en fait qu'on fait avec fierté parce qu'on pense que c'est utile. Donc là, derrière, il y a aussi la passion dans ce binôme, la volonté d'avancer. Pour moi, la plus grande, quelque chose qui m'a le plus touché, c'est qu'on a mis les appareils dans l'école du 9e depuis mai, et la directrice a dit « les enfants n'ont plus besoin de ventoline ». Ça, j'avoue que c'est ce résultat en tant qu'ingénieur de faire quelque chose qui fait que concrètement dans la cour d'école, alors qu'il y avait des enfants asthmatiques, ils n'ont plus besoin de ventoline quand ils courent dans l'école. Et ben voilà, déjà on a fait ça grâce à ce partenariat grande entreprise, petite PME. Nous, on s'est diversifié, ça fait partie de la vie des entreprises. Je pense que tous ceux qui sont chefs d'entreprise ont envie de faire autre chose, parfois de changer de métier, de trouver des nouvelles idées. Et donc voilà, c'est une grande joie de pouvoir faire partie de cette aventure. Et ben, rendez-vous place des Athlètes pour tester le produit. Ou sinon, c'est quelle station de métro ? Alors, ça sera à Lyon, parce que la RATP, la RATP, c'est la RATP. Donc, ça sera Saxe-Gambetta à Lyon. Bon, ben pour les Lyonnais, vous savez où aller pour être en bonne santé. Merci beaucoup, messieurs. Je vous libère. Alors après innovation pour la pureté de l'air, on va parler aussi innovation produit. J'appelle Damien Perrault et Augustin Dumont qui vont venir nous parler de leur partenariat à tous les deux. On va parler hébergement et du coup, Augustin, je te laisse te présenter. Avec plaisir, bonjour à tous. Donc Augustin, je suis ici justement pour parler du partenariat qu'on a eu avec Damien, mais avant tout, c'était un partenariat qu'on a voulu initier, pour lequel on a bataillé, pour lequel on allait rechercher justement la bonne personne, parce qu'avant de rencontrer Accor, avant de faire un partenariat avec Accor, on a avant tout fait un partenariat avec une personne, avec un être humain, avec un humain qui est Damien et qui nous a fait confiance, qui nous a accompagnés, parce que la problématique à laquelle on était confrontés, c'est que par définition, en fait, quand on parle d'innovation, quand on parle de création produit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on casse les codes, on casse les lignes et on n'est plus en fait dans les lignes qui sont déjà entendues. Et versus de l'autre côté, les grands groupes ont bien évidemment une organisation de process, une organisation de travail qui fait qu'il y a une grande inertie. Et en fait, toute la complexité, je pense, du grand groupe comme de la start-up, c'est de pouvoir marier les deux, pouvoir marier cette organisation, pouvoir marier le côté innovation pour aller chercher et scaler un produit. Nous, ce qu'on a recherché aussi, bien évidemment, en rencontrant Damien, c'était aussi, parce qu'on n'est pas Bill Gates, quand on a créé notre entreprise, c'était aussi, bien évidemment, des moyens financiers. Et cet accompagnement-là nous a énormément aidé. Il y a aussi, bien évidemment, le fait que, je donne un exemple, parce qu'on a travaillé sur un gros projet, justement, avec Damien, mais la richesse de pouvoir avoir une personne qui a certaines années d'expérience, plus qu'une certaine année d'expérience, et surtout une vraie spécialité, une vraie expertise dans le domaine du design, dans le domaine de l'organisation d'une suite hôtelière, parce qu'il faut penser à Attends, tout. Augustin, parce que là, tu fais un super teasing, tu présentes Damien, toute son pardon. expertise. Mais en vrai, Damien, je veux bien que tu nous racontes ce que tu fais. Alors, Damien, moi, je suis
Chez Accor, je m'occupe d'un département qu'on appelle Design and Technical Services. Donc, je m'occupe de définir la stratégie design de l'ensemble des marques économiques, mid-scale et premium pour Accor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation de l'espace, de style, de concept de chambre, de concept de lobby, MICE, etc., etc. Et en même temps, j'accompagne l'ensemble des projets d'ouverture ou de rénovation dans le monde. Et donc, on ouvre un certain nombre d'hôtels, presque un hôtel par jour dans le groupe. Et donc, j'accompagne l'ensemble de ces projets et de ces ouvertures. Et en parallèle, je m'occupe aussi de l'Innovation Lab. Et donc, notre objectif, c'est de mettre en œuvre des projets d'innovation pour améliorer la performance du cœur business de Accor, mais aussi de créer des nouveaux business et des nouvelles opportunités dans ce qu'on appelle l'augmented hospitality, c'est-à-dire que tout ce qui vient tourner autour de l'hôtel, mais qui sont nécessaires et qui vont nourrir notre business model cœur métier. Donc voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le produit que tu as créé? Parce que là, tu parles de la collaboration, mais ça peut servir. Ça serait bien. J'aimerais bien savoir. En fait, l'Escale Royale, c'est une chaîne d'hôtels flottants. En fait, on a créé la première chaîne d'hôtels flottants haut de gamme. Ce qu'on propose, c'est tout le confort d'une suite hôtelière sur l'eau. Et justement, pour rebondir sur ce que je disais en amont, tout le confort de cette suite hôtelière, on a réussi notamment à le créer au travers de Damien, au travers de son expertise, parce que la création, justement, parce que c'est le nœud du sujet, la création justement de cette suite-là, il y a énormément de critères, de facteurs et de codes aussi qu'on doit respecter. Je parlais de codes un peu plus avant. Notamment, par exemple, la réglementation, la toute première suite qu'on a créée, on a obtenu un agrément 5 étoiles. Il y a plus de 160 points de contrôle, l'emplacement de la prise, etc., à gauche, à droite. Et il faut mettre ça en fait en phase avec la création d'une homologation en tant que bateau de plaisance, parce qu'on a obtenu l'homologation en bateau de plaisance, ce qui n'est pas une moindre affaire. Et donc en fait, mettre ces différents critères en phase et les mettre en phase aussi avec des personnes qui ont une expertise, même plus qu'une expertise, je le disais tout à l'heure, une grande spécialisation dans ce domaine-là nous a permis de gagner un temps. Je le dis très sincèrement, c'est pas parce que tu es là, Damien, c'est que une journée de travail avec Damien, c'est 6 mois d'expérience. Et je le vois par exemple sur un petit point, par exemple on a changé par exemple le parquet. Maintenant on a sur des produits qui sont les produits que nous a conseillé Damien. On gagne sur le temps de ménage, on gagne sur l'organisation, on gagne aussi sur la durée de vie de nos bateaux, et ça pour nous c'est des éléments qui sont vachement importants. Pardon. Alors, au-delà de ça, il y a toute cette partie concept, mais il y a aussi le conseil jusqu'au design et qui te permet aussi de pousser tes prix, d'avoir des éléments plus qualitatifs. Ça, c'est des choses que Damien a pu vous apporter. Ouais, énormément, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on va tirer les prix, on va chercher la marge, justement en créant un produit de qualité. Le seul marché qui ne connaît pas les crises, c'est le marché du haut de gamme. Il n'y a qu'à regarder les cours des sociétés qui faisaient du haut de gamme pendant la crise Covid, LVMH, c'était comme ça, etc. etc. Je suis convaincu de cette chose-là. Pourquoi ? Parce que justement, on va créer en fait une image de marque, on va se positionner vis-à-vis du client et on va créer une perception qui est différente vis-à-vis du client. Et on va créer aussi une émotion qui est totalement différente vis-à-vis du client. Parce que la vente et la nuit dans l'hôtel, elle commence bien en amont. Elle commence quand la personne arrive sur notre site internet et qui veut réserver. Et dans tout ce parcours client-là, mais pas que, bien évidemment, le fait d'aller séjourner et de vivre une expérience totalement différenciante, de vivre une réelle émotion. Et je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est que pendant la crise Covid, il y a eu un changement de perception et que le nouveau luxe, c'est pas tant le fait d'avoir de l'or partout au parquet, je schématise. Mais le nouveau luxe, c'est précisément en fait de pouvoir se retrouver en exclusivité, seul face à la nature, justement parce que c'est ça la nouvelle rareté. Et c'est aussi ce qu'on propose, en fait, encore une fois, c'est tout le confort d'une suite hôtelière, mais sur l'eau, en pleine nature. Et donc on a vachement bien été aidé par Damien. Alors Damien, toi côté Accor, t'accompagnes ce petit bébé, l'Escale Royale. Qu'est-ce que vous, en tant que groupe, ça vous apporte cet accompagnement ? Nous, des idées, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me présenter leurs idées, des personnes qui ont envie de créer des startups, etc. etc. Et pour être honnête avec vous, les idées sont les mêmes. Tout le monde a les mêmes idées. C'est dans le temps, etc. Mais ce qui change tout, c'est l'équipe
capable d'exécuter, de mettre toute l'énergie qu'il faut faire pour exécuter l'idée. Parce que des chambres d'hôtel sur l'eau, honnêtement, l'idée, elle est pas nouvelle. Mais eux, ils ont réussi à craquer ce modèle et à mettre toute l'énergie. Et moi, en tant qu'Accor, je me dis, comment est-ce qu'ils vont m'apprendre à faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire? Et donc, c'est là où ça m'intéresse, où je me dis, bah, tiens, je vais les aider, je vais essayer de les accompagner, sans intérêt. Enfin, il n'y a pas un intérêt financier, de contrat, il n'y a rien de contractuel, etc. C'est une rencontre de personnes, et c'est de se dire, voilà, ils ont toute la dynamique. Moi, je vais leur apporter 2-3 ingrédients techniques, design, des relations. On est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut les aider pour accélérer la distribution, les mettre en connexion pour pouvoir créer 20 chambres liées à un hôtel, pour avoir augmenté l'expérience d'un hôtel avec ces expériences-là. Comment est-ce que voilà, on va pouvoir leur permettre d'être encore plus performants dans leur modèle, et moi, apprendre un nouveau métier, parce que l'hôtellerie sur l'eau, c'est encore un autre métier. Et pour nous, donc, dans cette aventure, on apprend aussi avec eux. Et peut-être que demain, on renforcera notre partenariat et qu'on fera quelque chose d'encore plus grand. Mais c'est important de mettre un pied. Vous savez, quand on parle d'innovation, quand on parle de Web3, de crypto, etc., le mieux pour pouvoir commencer à initier dans ces nouvelles aventures, c'est de mettre un pied dedans. Et avec l'équipe, là, on met un pied dedans et on est bien. Un sacré pied même, puisque ça va se concrétiser bientôt là. Ça se concrétise. Ouais, exactement. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, on dit que dans l'entrepreneuriat, c'est 1% d'idées, 99% de transpiration. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a énormément de personnes qui ont eu des idées. Regardez par exemple Uber, vous regardez Tesla, etc. En fait, c'est la qualité d'exécution qui va réellement changer en fait, le business. Et nous, on a eu cette chance de rencontrer Damien. Alors, on n'a rien lâché pour pouvoir te rencontrer parce qu'on a un agenda. Et en fait, très rapidement, le fit est passé. Damien a commencé à nous donner des conseils. Mais vraiment, comme tu l'as dit, de manière non intéressée. Alors, bien évidemment qu'on a un intérêt aussi indirect, etc. Mais tu nous as conseillé, par exemple, Oscar Ono, avec qui on a fait un partenariat dès que tu nous as donné, dès que tu nous as donné ses coordonnées. Oscar Ono, qui est quand même le nouveau designer qui a le vent en poupe. Et nous, on arrivait à être vraiment toute petite boîte qui venait de se lancer. Faire un partenariat avec Oscar Ono, c'était juste pour nous un truc de dingue. Et en fait, c'est ce nombre d'opportunités aussi que tu nous as donné, qu'on a su saisir aussi, qui pour nous était marqueur d'un développement qui est à l'heure actuelle pour nous incroyable, parce qu'on va se développer à l'international, notamment grâce à toi, sur des suites qu'on a travaillées ensemble. Et ce bonheur-là de pouvoir travailler sur un projet qui est scalable et de pouvoir être accompagné par un grand groupe et par des personnes de grandes compétences, c'est quand même un pur bonheur, et je tenais quand même à le dire. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce développement international, Damien? On a le droit? Oui, enfin, je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais on est entre nous en petit comité. En fait, le modèle d'Escale Royale, il a déjà un potentiel énorme sur le territoire français. Donc, le focus, c'est vraiment de se dire comment je vais adresser ce territoire et le faire bien. Mais nous, parfois, on a des opportunités et on se dit, bah, tiens, sur ce projet-là, est-ce qu'on ne pourrait pas venir travailler ensemble pour pouvoir nous augmenter un hôtel de plusieurs chambres sur l'eau, et vous, en même temps, commencer à mettre un pas sur l'international sans forcément changer la stratégie et se dire, ça y est, on va se développer partout, parce que ce serait aussi un danger. Mais ça met aussi des opportunités qui permettent derrière, pourquoi pas, de pivoter et d'accélérer un peu plus l'international. Mais c'est plus de l'opportunité qu'une véritable stratégie parce que je crois que c'était un des premiers conseils que j'avais dit. Je dis non, restez focus sur votre territoire. Mais bon, là, il y avait une opportunité et il se trouve que ça a amené aussi d'autres opportunités sur le financement, etc., etc. Et donc voilà, et donc en cascade, en fait, ça permet tout de suite à l'Escale Royale de passer d'un territoire à un volume, à augmenter tout ça et d'être encore beaucoup plus percutant et légitime pour aller lever des fonds, pour intéresser ensuite d'autres partenaires qui vont croire dans le projet, parce que derrière, il y a un groupe comme Accor, il y a un projet emblématique à l'étranger, plus toutes les opportunités qu'ils ont su créer toutes seules. Et là, il y a des investisseurs qui se disent, bah oui, en fait, on va y aller, ils sont bons,
et ils ont créé les bons partenariats, et donc il y a une légitimité, une confiance qui s'instaure. Et c'est ça qu'on apporte aussi dans ce genre de partenariat. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a bien évidemment un côté légitimité, parce que par définition, une start-up n'a pas de légitimité. Quand vous arrivez et que vous allez voir une banque, la banque vous dit merci, au revoir. Dans les faits, c'est comme ça que ça se passe au premier abord. Mais petit à petit, justement, on a réussi à construire cette légitimité. Et Damien, on a fait partie, en grande partie avec Sylvain aussi d'ailleurs, que je salue, en grande partie justement, et qui nous ont permis de pouvoir se développer, de pouvoir à l'heure actuelle avoir des actionnaires de haut rang qui nous aident à nous développer, toujours dans cet objectif aussi, où on travaille avec des personnes qui nous apportent des opportunités, qui nous apportent des conseils, et ça on en est énormément friand. Pour nous, ça c'est vachement important. Alors Accor, hein, on ne le présente pas, mais vous le savez, c'est un groupe international, pionnier en France, premier Novotel Lille-les-Quais en 1967, donc on en a fait du chemin. Toi, avec ta BU, tu développes des nouveaux concepts, et tu me racontais que tu as eu des retours assez surprenants de la part de certains franchisés sur le fait de développer ces nouvelles choses, d'avoir des approches différentes dans l'hébergement. Oui, en fait, l'innovation a plusieurs impacts. Et, très rapidement, on avait créé un concept d'hôtel éphémère qui s'appelait Fly Nest avec Oraito. Et on l'avait mis à Bordeaux à un moment donné, au bord de la Garonne, etc. Et il y a un gros franchisé, partenaire, qui a plus de 80 hôtels, et qui me dit, tu vois Damien, je suis content d'être partenaire Accor, et j'irai pas voir un autre partenaire parce que vous êtes capable de faire ça. Et en fait, cette capacité à aller chercher quelque chose de différent, à explorer l'hospitality, non seulement sur les nouveaux modes d'hôtellerie, mais aussi sur la mobilité, sur tout ce qui peut venir améliorer la qualité de vie et de nos voyageurs et des citadins, il faut que nos franchisés se disent, mais voilà, moi je préfère être nos franchisés, nos partenaires, nos investisseurs. Voilà, ce Flynest-là, j'ai pas encore réussi à craquer le business model, mais en tout cas, ça crée en fait de l'adhésion vis-à-vis de nos collaborateurs qui se disent je suis dans une entreprise en mouvement, je suis dans une entreprise qui innove, de nos partenaires qui se disent je suis dans l'entreprise qui va réussir à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup de valeur. Et je pense justement, pour rebondir là-dessus, pour moi, il y a un sujet qui est vachement important. C'est que personnellement, le vrai sujet, c'est qu'en fait, on peut tous tout faire. On peut tous tout essayer de créer, mais la vraie question, c'est la quantité de temps que vous êtes prêt à allouer à ce projet-là en fonction de l'argent que vous pouvez y allouer et y gagner. Et typiquement, par exemple, tu pourrais faire des suites flottantes, tu pourrais te développer, etc. Mais l'intention aussi de faire un partenariat, c'est aussi justement de racheter aussi ce temps qui a été passé, cette expertise aussi qui a été créée, qui est propre. Et je pense que typiquement, par exemple, un franchisé Accor notamment peut être très intéressé, par exemple, pour plugger par exemple nos suites, parce que le temps qui crée notre projet, qui scale et qui craque et qui hack toutes les problématiques qui sont liées au développement, il aura perdu 3-4 ans. Par contre, s'il avait investi et qu'il avait mis 30% plus cher, il n'aurait pas perdu 3-4 ans. Par contre, il aurait gagné bien plus. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là aussi qui est vachement important, c'est la quantité de temps qui est allouée en fonction des spécialisations de chacun. Donc clairement, on le voit, il n'y a pas que le petit qui bénéficie du grand, le grand aussi bénéficie du petit. On va passer à une autre étude de cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. J'appelle Émilie Gazot de alltheway.io et Emmanuel Huc d'Air France qui vont venir nous présenter le travail qu'elles ont mené ensemble. Emmanuel, à toi, je te laisse te présenter. Alors bonjour, donc Emmanuel Huc, donc je travaille pour Air France en tant que responsable expérience et service client en aéroport. Et donc nous travaillons avec Émilie sur l'enregistrement éloigné des bagages. Je vais te laisser peut-être te présenter. Bonjour, je suis Émilie Gazot, la cofondatrice All the Way. Ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une technologie et des process sûreté pour enlever le bagage du parcours voyageur. Et on a fait ça en partenariat avec Air France. On a lancé le service il y a juste 4 mois dans les 7 plus gros hôtels Accor dans Paris. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on vous permet d'enregistrer votre bagage en 3 minutes dans le centre de Paris.
et vous le retrouvez à destination. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on amène l'aéroport dans Paris. Et ça, c'est live depuis 4 mois, mais l'histoire est ancienne. Oui, parce que dit comme ça a l'air très simple, mais en vrai, ça l'est pas du tout. Comment ça se fait que vous êtes associés Air France et All the Way? Quelle est l'histoire de ce partenariat, Emmanuel? Oui, donc en effet, l'histoire est relativement longue finalement. Alors déjà, en fait, la question de l'enregistrement éloigné des bagages pour Air France, elle est relativement ancienne, hein, on y pense depuis longtemps, c'est une vraie demande de notre clientèle. Elle a d'ailleurs 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'expérience de nos clients, hein, en simplifiant leur parcours en aéroport et en les déchargeant du stress de s'occuper des bagages. Et puis le deuxième, c'est aussi une amélioration opérationnelle, hein, en fluidifiant nos infrastructures. Ça permet de lisser notre activité et donc d'améliorer un petit peu le traitement en aéroport. Donc c'est une question à laquelle on réfléchissait depuis longtemps. On a essayé de faire différentes opérations en propre sur des grands salons qui s'étaient plutôt bien déroulés, mais qui pour Air France étaient quand même très complexes à organiser et pas obligatoirement très rentables, on va dire. Et donc c'est une question qui a été soulevée lors d'un camp d'innovation en fait, auquel participaient différentes grandes entreprises, dont Air France, Accor, Aéroports de Paris, la RATP et la SNCF. Et donc c'est une question qui avait été jugée la plus pertinente et donc qui a été étudiée, et la mission a été confiée à Émilie à l'époque pour justement étudier le business case autour de ce sujet de l'enregistrement délocalisé des bagages. Et l'un des résultats, c'était que garder ça en interne, c'était extrêmement problématique. Et du coup, toi, Émilie, tu as pris la décision de se dire je déroule et je m'appuie sur mon partenaire historique. Oui, en fait, j'ai rencontré Air France dans une mission de conseil, hein, et l'enjeu était vraiment de comprendre le business model, hein, l'équation économique. Et pas mal de barrières à l'entrée, mais il y avait quand même un vrai sujet de comprendre et de craquer l'équation économique. Et on a compris que c'était un sujet qui était multipartenaire et qu'il fallait mettre autour de la table plusieurs grands groupes français. Et en fait, la mission était en 2019, fin 2019, le Covid est arrivé et la mission de conseil a disparu. Et moi, j'ai retravaillé le sujet, je me le suis approprié et je l'ai retravaillé avec une vision sur l'intermodalité, donc avec le train et l'avion, avec une approche du modèle économique un peu différente et avec surtout beaucoup plus de tech et beaucoup plus de data. Voilà, donc en fait, depuis 1 an qu'on a lancé All the Way, on a craqué tous les process opérationnels, avec Air France notamment, les process sûreté, en travaillant avec la DSEAC, la DGAC, pas mal de problématiques avec le groupe ADP en anticipation des JO, qui est pour nous une rampe de lancement phénoménale pour un produit qui est très attendu des compagnies aériennes et des aéroports dans le monde. Parce qu'il faut voir en fait que le travel est en augmentation sur les 10 prochaines années de 5%, et qu'en fait les aéroports et les compagnies aériennes n'ont pas de capacité d'investissement pour augmenter les infrastructures. Donc en fait, mathématiquement, il y a un problème de flux, de lisser la charge, et ils n'avaient pas de réponse ni opérationnelle ni technologique pour gérer cette problématique du bagage. Donc nous, en fait, ce qu'on a créé, c'est faire une invention de process, caler ça avec le bon modèle économique, surtout aller chercher une tech qui permet de faire du tracking du bagage en dehors de l'aéroport, mais aussi à l'intérieur de l'aéroport. On a toute une data platform qui repose sur la blockchain, donc, qui est une technologie fondamentale pour anticiper le tracking du bagage. Et puis, une fois qu'on a craqué les process, le modèle économique et la tech, il y a quand même un gros sujet qui est la com, le marketing et la distribution. Oui, donc ça a été aussi un volet vraiment important du projet, sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois, bien en amont du lancement opérationnel. Donc déjà, nous avons commencé par créer un logo co-brandé, Air France All the Way, hein, qui est avec les deux marques qui sont au même niveau, la start-up et le grand groupe. Et puis, nous avons ensuite travaillé sur différents supports de communication. Donc, on a créé une page sur le site internet Air France pour promouvoir le service.
Nous avons créé également une campagne d'email donc qui est envoyée aujourd'hui à tous nos clients qui partent de l'aéroport de Roissy, donc un volume de clients quand même très important. Et donc sur cette campagne de mailing, en fait, nous avions mis un encart sur un mail qui reprend toute la checklist autour des bagages pour les clients, pour préparer tous ces bagages avant de partir en vol. Et donc on faisait la promotion du partenariat All the Way. On s'est aperçu que la prise en compte n'était pas obligatoirement très importante, et depuis quelques jours, on a créé un mail complètement dédié en fait sur le produit qu'on envoie aussi donc à nos clients qui partent de l'aéroport de Roissy. Donc là, le travail commun, c'est toi, tu apportes tout ton savoir-faire en termes de techno, de data, de gestion, etc. Air France fournit l'endroit où on peut tester, recommencer, réessayer, voir comment ça fonctionne, les points d'achoppement, etc. Vous les aidez aussi à développer le business d'un point de vue commercial, parce que toi, tu as besoin de faire du volume pour que ça fonctionne. Oui, Air France aide, mais on a une chance incroyable avec All the Way, c'est qu'on est accompagné aussi par le groupe Accor, par le groupe RATP, qui sont des relais de communication sur cette innovation phénoménale. Accor nous ouvre ses hôtels, met à disposition la base de données All. C'est quand même plus de 17 millions d'encartés. On a la capacité aujourd'hui d'aller parler aux partenaires B2B du groupe Accor et du groupe Air France. Les RATP nous offrent une campagne de publicité dans le métro la première semaine de novembre. Donc en fait, en communication, on revient vraiment à l'origine de ce qu'était ce projet de partenariat. Parce que le bagage, en fait, il se trouve dans les hôtels, dans les aéroports, dans les avions, dans le métro. Et donc en fait, on a tous les grands noms du travel français qui collaborent avec nous sur ce projet. Alors, on est rentré sur le sujet par le volet aérien, avec le partenariat avec Air France. La question qui vient tout de suite, mais est-ce que c'est vraiment durable? Mais si finalement, toi, ton travail fait que l'objectif, c'est de pousser les gens à prendre plus les transports en commun, etc., en les débarrassant de tous les encombrants, quoi, finalement. Oui, on a une vision en deux temps. Dans un premier temps, on voit qu'aujourd'hui, il y a 70% des gens qui se rendent à l'aéroport en taxi ou en voiture. Et on voit qu'une fois qu'on enlève le bagage, en fait, les gens changent leur mobilité et prennent les transports en commun. Et là, depuis 4 mois qu'on a créé le service, on voit qu'il y a 50% de nos clients, pour l'instant, qui utilisent les transports en commun pour se rendre à l'aéroport. On a 50% de nos clients qui enregistrent leur bagage la veille, parce qu'en fait, avec All the Way, vous pouvez enregistrer votre bagage entre 30 heures à 4 heures avant votre départ. Fait intéressant, aujourd'hui on a à peu près 40% de nos clients qui sont sur des destinations Afrique, Europe du Nord, Afrique du Nord, parce qu'en fait ce sont des destinations où on voyage souvent très chargé. Et donc en fait, le fait qu'on ait créé des hubs qui permettent de laisser le bagage et ensuite de prendre les transports en commun pour son aéroport, c'est super bien perçu par nos clients. Donc on cherche à avoir un impact vraiment sur la mobilité. On a beaucoup de seniors, on a beaucoup de familles qui même viennent en voiture dans notre hub pour déposer leurs bagages, pour se dire que le lendemain, en fait, ils sont tranquilles pour aller à l'aéroport. Mais ça, c'est la vision en premier temps. Mais notre vision à long terme, c'est vraiment d'accompagner ce qu'on appelle le report modal vers le train. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le train à cause des bagages, et qui prennent la voiture. Nous, ce qu'on pense, c'est que on va partir de l'aérien, où il y a une vraie expertise sur les process, sur la sûreté, sur la data et le tracking, pour en fait accompagner les évolutions fondamentales du ferroviaire demain. Et il y a un service aujourd'hui qui est proposé par la SNCF, mais qui a aussi un problème économique. Et donc, qui a les mêmes écueils que Air France rencontrait. Il faut une start-up, quoi. Il faut une start-up pour les aider à vraiment créer une technologie et un business model autour d'un irritant pour les voyageurs. Très bien. Quelles sont les prochaines étapes du partenariat entre Air France et All the Way ? Alors, on a des prochaines étapes toujours au niveau de la communication. On est en train aussi de créer des supports de communication qu'on va mettre au sein de l'aéroport, des kakémonos, voilà, ce genre de support. On travaille encore pour promouvoir le partenariat auprès de notre personnel, par exemple, puisqu'on a aussi un personnel qui voyage beaucoup. Auprès de nos clients fidélisés aussi. Donc on continue aussi à vraiment travailler sur la communication. On travaille aussi sur les communications sur les réseaux sociaux.
Et puis, les prochaines étapes, ce sont de nouvelles étapes opérationnelles, puisqu'on va lancer l'enregistrement au domicile du client, donc du bagage au domicile du client jusqu'à l'aéroport. Et puis, l'enregistrement aussi des bagages à l'arrivée, en fait, pour les amener jusqu'au domicile du client, donc à l'arrivée du vol pour le domicile. Donc, on a encore pas mal de challenges opérationnels à relever dans les mois à venir. Et Air France est très prescripteur parce que c'est l'une des plus belles compagnies aériennes mondiales. Et grâce à Air France, il y a tout le groupe SkyTeam, toute l'alliance SkyTeam. Et Air France crée un nouveau standard dans l'aérien. Et donc, il y a une vraie volonté d'innovation et une vraie prise de risque, évidemment, dont on bénéficie et qu'on salue de la part d'Air France. La semaine dernière, j'étais à Lisbonne pour le World Aviation Forum. Tout le monde nous a demandé ce qu'on faisait avec Air France. Il y a une très grande attente des aéroports et des airlines qui ont des vraies problématiques d'expérience client et de contraintes opérationnelles pour une solution comme la nôtre. Donc, vive la France. Allez, cocorico. Et puis, c'est aussi un enjeu très important pour la qualité de l'accueil, notamment dans l'ambition des Jeux Olympiques qui arrivent. Enfin, voilà, Paris-Île-de-France et les autres destinations françaises ne sont pas toujours hyper bien perçues en termes de qualité d'accueil. Donc là, c'est une des solutions, une des réponses. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toutes les deux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais prendre vos questions. N'hésitez pas si vous en avez, ne soyez pas timide. Je vais demander à tout le monde, n'en partez pas, de venir sur scène avec moi. On va se serrer, ça va être convivial, de façon à pouvoir vous répondre. Vous en avez une? J'arrive. Non? Ah non, je croyais, pardon. C'est pas trop mal installé. J'arrive. Hop là, bonjour, Karim Langlais. J'ai cofondé une start-up et du coup, ma question en fait, c'est souvent la collaboration entre les grands groupes et les start-up, elle repose sur des volontés personnelles. Voilà, on va dire des VP qui portent les sujets. Mais malheureusement, on n'a pas souvent d'approche en fait globale des grands groupes pour facilement échanger et voir s'il y a des sujets communs. Du coup, cette relation aujourd'hui, comment vous la voyez à long terme en tant que grand groupe, et aussi pour les startups, comment peut-être mieux se comprendre sur de potentielles problématiques, et surtout, si on n'y arrive pas, c'est potentiellement aussi complexe et des innovations qui pourraient ne pas aboutir, comme l'initiative d'All the Way, et c'est dommage, je trouve. Voilà, merci. Alors, pour répondre, c'est pas que des VP derrière ou des hommes, etc. Il y a une volonté d'entreprise déjà. Chez Accor, il y a une vraie dynamique qui est mise en place. Et si on a la capacité avec mon équipe de travailler sur tous ces projets, c'est parce qu'il y a une volonté d'entreprise. Donc déjà, ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est on parle souvent de la relation grand groupe start-up, souvent en pointant un peu du doigt les grands groupes. Mais il y a aussi une montée, il y a une vraie maturité qui est prise par les gros groupes sur cette relation-là, et aussi éviter un maximum de déchets, et pour le groupe et pour les startups. Et donc, peut-être parfois on se trompe dans la startup qu'on va accompagner, mais on ne peut pas toutes les accompagner. Et donc, les startups qu'on accompagne, c'est un triptyque sur l'idée, le modèle et l'équipe. Et donc, il y a beaucoup de startups, moi, qui ne comprennent pas pourquoi je ne les accompagne pas. Et je leur dis, et c'est dur à entendre, je leur dis, mais en fait, je ne crois pas en l'équipe, par exemple. Alors, c'est dur à entendre. Après, on dit, oui, les grands groupes, ils sont pas sympas, ils ne suivent pas, etc. Enfin, parfois, je suis même un peu gentil, mais quelque part, on ne peut pas toutes les accompagner. Et en plus de ça, il faut que la startup, elle ait un business qui participe à un axe, que l'on souhaite craquer. Donc voilà. Et en fait, nous, on a pris la décision d'accompagner moins de startups, mais d'être beaucoup plus vigilant sur soi et de faire en sorte que chaque startup que l'on accompagne, elle soit successful. Et là, sur les startups avec lesquelles on travaille, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a l'Escale Royale, il y a All the Way.
Il y a Full Soon, vous en avez peut-être entendu parler. Et toutes, elles marchent très bien. Il y en avait une autre, malheureusement, qui a dû fermer porte, etc. Mais voilà, on essaye d'éviter les déchets, mais aussi pour le bien des startups. Parce que les startups ont tendance à voir le grand groupe comme une cash machine, qui sont plus en fait un premier client qu'un partenariat. En fait, c'est plus voilà, comment le groupe va pouvoir me faire bénéficier des 5400 hôtels du groupe et donc 5400 potentiels clients. Et là, moi, quand il y a cette approche-là, je n'accompagne pas. Voilà. Il y a un point aussi, je pense, qui est vachement important, c'est qu'en tout cas pour ma part, quand on a créé l'entreprise, on avait de grandes ambitions. Il y a grandes ambitions, grands moyens, et donc directement, en fait, on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait atteindre nos objectifs. C'est automatiquement de passer par un grand groupe, parce que derrière, il y a toute la force qu'on peut connaître. Mais moi, si je peux donner un exemple en dehors de Damien, parce que par exemple, un exemple tout bête, la banque au départ, elle voulait pas du tout nous financer. La banque voulait pas du tout nous financer. Notre conseillère nous a envoyé balader plusieurs fois, etc. Et en fait, je connaissais même pas le directeur général, c'est une très grande banque française. Le directeur général de la banque, je lui ai envoyé un mail, j'ai fait nom.prénom @banque .fr. Et en fait, le DG de la banque, il m'a répondu. Et il a appelé la banquière qui, bien évidemment, me répondait jamais, qui m'a répondu tout de suite. Et j'ai pu aller chercher assez rapidement, grâce à ça, des gros financements. Ça ne s'est pas passé aussi simplement, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a aussi... effectivement, je pense qu'on monte du doigt aussi beaucoup les grands groupes. Mais c'est aussi à nous d'aller chercher, d'aller se battre. Et Damien, c'est pareil. Hein, au tout départ, on ne le connaissait pas. On a réussi à obtenir un premier rendez-vous avec lui 6 mois plus tard. Ensuite, on s'est revus 6 mois plus tard. Ensuite, et c'est comme ça qu'on a créé une relation. En fait, on a commencé, comme le disait Damien, un peu à ouvrir la porte, à rentrer. Et petit à petit, on a créé une relation, une vraie relation de confiance. Et c'est grâce à ça, je pense qu'on tisse un partenariat. En tout cas, c'est mon humble vécu. J'appuierai là-dessus ce que tu viens de dire, Augustin. J'ai eu la chance d'échanger avec Jade Fromer, qui est une jeune diplômée de l'Institut Life et qui a lancé avec 2 copains étudiants des restaurants qui s'appellent Interstellar, Under the Sea, Jungle Palace. Je vous invite à aller voir. Et quand je l'ai interviewée, je lui fais mais Jade, comment vous avez réussi à monter votre projet? Elle me fait écoute, c'est simple. Hein. J'ai essayé 10 mails différents de Xavier Niel. J'ai fait Xavier.Niel, j'ai fait Xniel, et en fait, Xavier Niel lui a répondu. Et il a aidé après à pousser les portes. Donc, faut y aller en fait. Faut oser, faut tenter, faut réessayer. Pardon, j'avais pas fait juste ce DG-là. Hein. J'avais fait tous les DG possibles, imaginables. Enfin... J'ai une question sur Internet. Les collaborations innovantes de ce genre fonctionnent-elles par le biais d'appels d'offres et ou appels à projets de la part des grands groupes, ou alors est-ce principalement du réseautage? Emmanuel, Damien, si vous voulez répondre. Dans le cadre de notre projet, on en a parlé un petit peu en introduction, du coup c'est un vrai partenariat, une vraie opportunité de retravailler ensemble, hein, puisque c'était un sujet qu'on avait instruit ensemble. Donc on a choisi de travailler avec Émilie, qui connaissait déjà très bien le sujet. Et dans l'équipe All the Way, il y a aussi Julien, hein, qui pareil, avait beaucoup travaillé avec nous sur nos opérations en propre. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on a poursuivi avec ce partenariat. On n'a pas choisi l'appel d'offres. Juste pour All the Way, aussi pour préciser, parce que tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, au départ, c'est des entreprises qui se disent que l'innovation, c'est pas que à l'intérieur d'une entreprise, c'est pas que une grosse entreprise avec une start-up, c'est aussi comment des grandes entreprises ensemble adressent un sujet stratégique et trouvent les moyens de le craquer. Et ensuite, c'est des rencontres avec Émilie. Émilie qui est allée bien au-delà et qui a pris les rênes en fait de ce projet et qui a créé cette start-up. Donc clairement, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est un vrai process d'innovation. Sur l'Escale Royale, c'est pas du réseautage, c'est des jeunes qui veulent rencontrer le patron de l'innovation d'accord et qui ont tout fait pour me rencontrer. Donc à un moment donné, on se rencontre et il y a le fit. Sur Full Soon, c'est un collaborateur du groupe qui me dit j'ai une idée, j'ai envie de le faire. Je lui dis mais t'as envie de le faire
Si je te donne les moyens, dans 6 mois, tu démissionnes. Il me dit oui, je lui donne les moyens. 6 mois après, il démissionne et il crée Fullsoon. Et parfois, on fait des appels à projets. On en a fait beaucoup. Et bien, croyez-moi, le ROI sur les appels à projets est bien inférieur à ce genre de processus créatif et innovant. Parce que quand on dit on lance un projet, on a finalement énormément de personnes qui tentent le coup, en fait, en se disant bah, tiens, s'il aime mon idée, peut-être que je vais avoir beaucoup d'argent pour le faire. Mais ça ne marche pas comme ça. Après, il y a d'autres événements comme celui-ci, où il peut y avoir aussi des appels à projets. Il y a Vivatech aussi, on a lancé des concours et on a accompagné aussi d'autres startups comme ça. Donc en fait, l'innovation, elle ne se contente pas à un process administratif, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut explorer tous les différents moyens pour arriver à nos fins. Je vais peut-être dire 2 mots pour la puissance publique et les établissements publics que je représente. Là, pour le coup, il y a un vrai sujet qui est comment le donneur d'ordre va pouvoir aller jusqu'au bout du projet. Et donc, je dis aux startups, ayez confiance dans les consultations qui sont véritablement de la commande publique. Pas nécessairement un appel à projet qui, après, on ne sait pas où on arrive, sauf quand c'est l'Europe, parce que là, bizarrement, on s'arrange. Mais quand c'est national, regardez la commande publique, regardez les partenariats d'innovation, regardez les dialogues compétitifs. C'est un peu lourd au début, il faut montrer patte blanche, il faut montrer ses capacités. Ensuite, il y a des tours de négo et ainsi de suite. Il y a des offres à déposer. Mais après, on est vraiment libéré de ce premier passage obligatoire qui est la sélection d'une entreprise pour un projet avec un coût d'objectifs, etc. Ensuite, on peut bosser et on peut vraiment être créatif et faire des choses. Et donc, choisissez aussi vos donneurs d'ordre. Nous, quand on a lancé des consultations, on avait une stratégie claire, on avait de l'expertise en interne, on avait mobilisé aussi des experts en interne, on savait aller au bout. Donc voilà deux conditions pour y arriver. Oui, en l'occurrence, là, sur cet appel à projet, on était arrivé 3e et il y avait des grands noms au-dessus de nous. Et en fait, on avait fait un premier appel à projet où on faisait un beauty contest. En fait, vous sélectionnez les entreprises et ensuite, vous aviez laissé, je crois, 4 mois sur la techno avec des questions et des réponses sur les technos qui vous ont permis de comparer les différentes solutions. Et c'est extrêmement formateur parce que à la fois, on progresse avec vous et à la fois, ça vous permet, en voyant les différentes réponses, de voir vers où vous allez. Donc, j'ai été effectivement très heureux de voir qu'un appel d'offres, je ne connaissais personne, j'avais aucun contact dans la puissance publique, j'avais un domaine complètement différent qui était les ballons captifs, et il y a eu quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'objectivité d'un appel d'offres. Voilà. Et il faut être à l'écoute de tous ces appels d'offres. Il y en a aussi en Europe, il y en a tout le temps. Et en fait, c'est des processus qui sont longs, qui sont compliqués, qui sont administratifs, mais qui sont extrêmement rigoureux et extrêmement, je dirais, objectifs, où il n'y a pas de partie subjective. C'est vraiment sur des solutions par rapport à des questions données. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un tout petit peu de temps, sinon on va vous libérer. Il est encore temps de vous manifester. Eh bien, merci beaucoup. Merci à eux.